Vostra. Donc c'est vrai qu'aux US, ils sont beaucoup plus avancés sur ce côté test and learn de projet. Il faut savoir qu'un podcast aujourd'hui, produit, livré, diffusé, coûte quasiment le prix d'une Bible ou d'un pilote. Tu as une multitude d'acteurs, plateformes, télé, diffuseurs qui cherchent des programmes. Et l'audiovisuel a horreur, entre guillemets, du risque et préfère effectivement des choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Histoire vraie, succès en librairie, adaptation d'un format à l'étranger. Et j'espère que demain, le podcast pourra faire partie de ces choses qui leur permettent d'avoir déjà une prise de risque moindre. Donc oui, ce sont des environnements qui sont assez poreux, sur lesquels on est en train de creuser et qu'on espère très vite de faire une première adaptation en bonne et due forme. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Aujourd'hui, on va parler podcast. Alors, c'est pas la première fois, évidemment, mais vous savez, c'est un médium qui cartonne, dans lequel il y a beaucoup de possibles. Et donc, j'ai le plaisir de passer cet épisode avec François Cussé, qui est le cofondateur du studio de production Angle. François, bonjour. Bonjour François, merci de m'accueillir. Eh bien, écoute, je t'en prie, c'est un vrai plaisir et merci à Florian qui nous a mis en relation par ailleurs et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de Florian à ce micro. Alors voilà, je le disais, tu es le cofondateur de Angle avec un E, E-N-G-L-E, qui est donc un studio de production de podcast, c'est comme ça que tu le présentes ? C'est ça, c'est vrai qu'effectivement, il y a différentes terminologies, mais nous, on aime se définir comme studio de podcast à la manière d'un studio audiovisuel. Exactement, parce que justement la production c'est quelque chose qui est important, on va le voir chez vous. Mais alors avant qu'on entre dans le vif du sujet, peut-être la petite carte d'identité que les gens puissent un peu situer ce qu'est Angle. Angle, l'idée du projet a commencé à germer en 2017. Moi, j'ai eu trois, si tu veux, étapes professionnelles. La première était dans la musique urbaine. Moi, je viens vraiment de la culture hip-hop à la base. Ensuite, j'ai été dans la distribution de contenu sur le digital et après sur la monétisation. Et c'est vrai que fin 2017, je voulais revenir au contenu puisque je voyais il y avait quelque chose qui se passait autour du contenu et sous toutes ses formes et sur tous les médias. Et c'est à la lecture effectivement d'un document qui n'est pas forcément super attractif au départ, qui est le document d'introduction en bourse de Spotify, où parmi les chiffres, tu avais de la strat. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il était dit que pour Spotify, leur concurrent n'était pas Deezer, n'était pas Apple, mais était la radio. Et c'est là effectivement qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité sur un nouveau marché, c'est-à-dire de proposer des contenus exclusifs à des plateformes de streaming dans un premier temps, puisqu'effectivement, malheureusement, et moi je viens de la musique était devenue une commodité, c'est-à-dire que tu veux écouter les Doors, tu peux les avoir chez l'un chez l'autre, tu peux écouter Snoop tu peux écouter voilà, donc peu de plus-value sur les plateformes, quelque part en termes de techno, ces choses qui se ressemblent, tu as le même contenu partout. Donc il va falloir créer de la préférence de marque et cette préférence de marque, un des leviers était effectivement la création de contenus originaux ou l'incarnation aussi de la plateforme par des personnalités. Et ça, Spotify en parlait déjà dans son document d'introduction en bourse en 2017 ? C'est ça. Alors je ne sais plus si c'était là en 2017 la doc d'introduction, mais en tout cas, ça fait partie des leviers. Okay. Et bien évidemment, derrière, il y a d'autres enjeux que moi j'avais déjà identifiés à l'époque, c'est-à-dire que comment à un moment donné, eux, dans leur mix marge, ils allaient pouvoir à un moment donné réduire leur dépendance aux maisons de disques, puisqu'ils distribuaient à date des contenus dont ils n'étaient pas propriétaires, avec des problématiques de MG et tout ça. Et puis effectivement, le podcast
pouvait permettre à un moment donné de régler des problématiques aussi qui sont beaucoup plus macro, comme cette dépendance aux maisons de disques, et également le côté stickiness du contenu podcast qui te fait rester plus longtemps sur l'appli. Donc c'est à partir de là, si tu veux, qu'a commencé à germer le projet Angle avec cette volonté de créer une structure qui allait pouvoir apporter des contenus dits premium. On reviendra un peu sur cette définition-là. Et puis aussi, j'avais écrit une première série. Et c'est vrai qu'avec une casquette un peu plus hauteur, même si je ne me définis pas forcément comme ça, c'était de me dire que le podcast pouvait te permettre d'avoir un reach assez fort en termes d'écoute, tout en ayant une qualité et une précision en termes de storytelling. Chose qui est plus compliquée dans le livre, c'est-à-dire que si j'avais voulu sortir un livre, j'en aurais vendu peut-être 30, et je pense que mes potes auraient fait un litchi pour en acheter, ou faire un documentaire où c'est beaucoup plus lourd. Et c'est vrai que pour la découverte de nouveaux sujets et de nouveaux auteurs, le podcast leur permet de toucher, et c'était le truc parfait, quoi. Et donc on a lancé. Et c'est ce qu'on a vu aux États-Unis, hein, c'est que souvent en fait tu testes des séries sur un format podcast et en fonction un peu du succès, derrière ça te permet de te dire bon bah je vais le transformer en série, mais tu as un côté effectivement un peu plus low cost quelque part pour te lancer et tester l'appétence sur un sujet, une idée, un ton. C'est ça, c'est exactement ça. Tu vois, le petit truc qu'on dit, c'est que ça ne coûte pas plus cher de mettre 5 hélicoptères dans une fiction audio qu'une trottinette, quoi. C'est juste du sound design. Mais ça, c'est la petite boutade qu'on dit. Donc, moi, à partir de là, j'ai une idée de la structure, j'ai ce premier projet, et après, il faut le produire. Et donc là, on me conseille vivement d'aller voir ce qui vont être mes futurs associés, qui est le groupe The, qui est spécialisé, eux, dans tout ce qui est post-prod son, notamment dans la publicité. D'accord, je savais pas que tu avais bossé avec eux. J'avais un pote qui bossait là-bas, Alexandre Rabia. Eh ben, je connais très bien Alexandre, oui, c'est un très bon ami. On a monté une première boîte ensemble. D'accord, ok. Il y a très longtemps. Rabia il est parti chez Universal après, mais toute l'aventure Undersiders, tout ça, il était là au départ. Et c'est quelqu'un qu'on salue. Exactement, salut Alex. Et donc voilà, donc tu connais à peu près ce qu'ils font. C'est vraiment ce qui nous a plu, c'est ça, c'est cette volonté de ce que nous on appelle le craft, c'est-à-dire la manière de fabriquer et de se prendre la tête sur les sons, se prendre la tête sur la qualité, et puis aussi cette volonté de faire du contenu scripté versus tout ce qu'il y a, ce que j'appelle le snackable, où on est plutôt sur des logiques d'audience plutôt qu'une logique de catalogue. Et donc, si tu veux, la fabrication et l'approche fonctionnaient, et plutôt que de faire un one-shot, on a décidé de s'associer en 2018 pour lancer la structure Angle et lancer le premier projet Undersiders. Ce fameux projet dont je te parlais, que j'avais écrit fin d'année 2017. Et l'idée, c'était tout de suite de se dire, OK, on va faire une nouvelle... Ça va être notre carte de visite, en fait. On va le faire à la manière dont on pense, vraiment pour se présenter. Un proof of concept, un showreel quelque part qui montre un peu le ton, la qualité, exactement. etc. Et tout de suite le faire en français et en anglais. Ça c'est important. J'ai l'impression que vous êtes un des rares entre guillemets, alors déjà un des plus anciens quand même, parce que dans ce court monde récent, en tout cas du podcast, même si le format existe depuis longtemps, le succès du Sage 2017, c'est que vous êtes un des plus anciens, et donc effectivement avec une vision internationale. C'est ça. Dès le départ. Ce qui a posé même des problématiques entre guillemets de distribution, dans le sens où moi, j'ai fait une partie de ma carrière dans l'applicatif, dans la monétisation effectivement d'appli, où tu pouvais à un moment donné, quand tu uploades une appli, sélectionner en fonction des langues et des territoires. Donc à un moment donné, tu pouvais avoir une version qui était adaptée à ce qu'on peut pas faire avec le podcast aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un nom et tu dois re-uploader également la version anglaise avec un nom qui diffère. Donc, on a testé aussi ces choses-là, et je pense que dans un futur proche, il y aura cette gestion du multilangue sur les plateformes de distribution. Mais en tout cas, ça a été notre premier coup d'essai. On a été super et agréablement surpris des retours du marché, on va dire, du milieu musical / podcast. Jusqu'à un moment donné, fin 2018, il y a Apple qui décerne les 10 meilleurs podcasts de l'année. Et c'est vrai que nous, on était sur un sujet qui était un peu différenciant de ce qu'ils faisaient. On était vraiment sur quelque chose on est entre ce que j'appelle c'est Snoop Dogg au pays de Narcos, en gros.
C'est ces liens un peu troubles entre la culture hip-hop et des personnages, des figures sombres qui ont existé aux États-Unis. Mais ce qui était marrant, c'était qu'en fin 2018, Apple nous met dans le top 10 et je suis entre Franck Ferrand et un projet d'Europe 1. Donc c'était aussi de se dire qu'à un moment donné, il pouvait y avoir une proposition différente en termes d'approche, en termes d'angle. Et après, je prenais pas forcément trop de risques. C'est une culture que je connais. Et c'est aussi une des musiques les plus écoutées aujourd'hui sur les plateformes de streaming. Donc c'était aussi une approche qui était étudiée, on va dire. Ouais, et donc vous avez eu ce prix, donc ça un peu, ça valide le concept, le temps passe. Aujourd'hui, vous avez combien de podcasts produits? Aujourd'hui, on en a produit plus d'une vingtaine. Et après, si on a fait le calcul, je crois qu'on a fait 400 heures de programme l'année dernière. Il y a des choses qu'on fait en marque blanche, bien évidemment. Et après, on reviendra. Ce qui est intéressant, c'est qu'un an après, Spotify vient me voir et me dit, écoute, on a un projet, on aimerait t'en parler. Et moi, je pensais prendre un brief. Et au final, non, ils nous ont dit, voilà, on va produire notre premier Originals dans le cadre d'une opération sur Serge Gainsbourg. Et on veut que ça soit vous qui soyez en charge de la production. Donc, on avait juste le sujet qui est un cadeau un peu empoisonné parce que tout a été quasiment fait sur Gainsbourg et c'était comment on allait à un moment donné se réapproprier son histoire, monter un casting, le produire et gérer un peu tous les à côté, toute la partie aussi back-office un peu moins funky. Ouais. C'est ce qu'on sait faire. Voilà. Donc ça a été aussi la validation d'avoir, tu vois, entre le moment où j'avais lu cette fameuse document d'introduction et le moment où la boîte en question nous appelle. Met en place la stratégie et appelle. Voilà, donc ça, je me suis dit, bon, c'est cool, ça fait plaisir, Ouais. au moins ça valide le concept. Ouais, t'avais eu des creux quand même, t'avais senti un peu où vous allez aller et ils y sont bien allés. Aujourd'hui, donc, vos titres phares, donc là, sur Serge Gainsbourg, on en a entendu parler. Il y a Killer Social Club. Est-ce que tu veux nous dire quelques séries un peu marquantes d'Engel? Ouais, alors Killer Social Club, donc Undersider, c'était le tout premier, on l'a écouté dans 90 pays, on a fait plus d'1 million d'écoutes sur les 8 épisodes. KSC, donc suite à vraiment cette entre guillemets prise de risque de lancer cette première production, puisqu'il y avait un coût. Très vite, effectivement, les plateformes de streaming sont venues nous voir. Alors, Audible n'en est pas forcément une, puisque c'est plus une plateforme de livre audio, mais qui va s'adapter, on le verra plus tard sur la partie Originals. Et tout de suite, a très envie de bosser avec nous. On fait un premier documentaire qui s'appelle Supporter, que je conseille à tout le monde. Et on attaque après la fiction, ce qui est différent en termes d'écriture, en termes de production, qu'un, entre guillemets... Oui, qu'un docu ou une docu-narration, etc. C'est un autre type d'écriture. Et dans ces cas-là, c'est quoi? C'est un casting? Vous allez chercher un auteur ou c'est en interne? Alors, en gros, c'est nous, toute l'année, on rencontre des auteurs. On rencontre des auteurs pour deux choses. Un, découvrir des univers. Généralement, des auteurs ont des univers propres. Ça peut être aussi des auteurs de documentaires, de fiction. Il y en a qui sont passionnés de science-fiction, d'autres qui sont passionnés d'histoire, des choses comme ça. Donc, on rencontre des panels. Et parfois, ces gens-là ont déjà des pitchs et des idées de séries. Très vite, on s'est approché d'un auteur avec qui on bosse très régulièrement, qui s'appelle Frédéric Petitjean, qui a pas mal travaillé aux États-Unis et qui avait cette idée de Killer Social Club, qui est un peu un club secret de tueurs en série. Le c'est un thriller. On part du principe qu'il y a plusieurs milliers de personnes, et ça c'est réel, qui disparaissent chaque année, soit pour des raisons qui leur est propres, soit pour d'autres, et qui puis à partir d'un bout de temps sont déclarés comme totalement disparus. Et si tu veux, il y a un club aujourd'hui un peu de chasseurs urbains qui se dit que si je tue ces gens qui n'existent plus, on va dire, sur le plan administratif, je ne risque rien. Donc, c'est un peu cette société secrète qui se crée et on est parti de ce pitch-là. Donc, on fait après comme un travail de développement d'une production du visuel, c'est qu'on va voir quelle approche on va travailler sur le beat sheet, sur le projet, et après, derrière, on va le proposer en budgétant, effectivement, là au diffuseur, à Audible, et aussi en leur proposant un casting. Et c'est vrai qu'on a été... donc après le casting, c'est qui est-ce qu'on peut activer, mais qui est-ce qui va être aussi sensible au projet et de pouvoir un peu nous taper dans la main et nous dire go. Parce que le problème qu'on a eu au départ, c'était OK, fiction audio, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je peux écouter? Donc après, c'est l'œuf et la poule. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'offres sur le marché, y compris de confrères et concurrents. Nous, on attaquait, on avait
déjà des choses, mais qui n'étaient pas forcément de la fiction. Donc après, c'est comment aussi faire en sorte que... Ouais, une histoire, ouais, c'est ça, de confiance où les deux prennent un risque quelque part. C'est ça. Donc, il faut- Et après, je pense que le sérieux, des expériences qu'on a eues aussi, je parle de moi et mes associés sur 2 expériences passées, ont permis aussi à un moment donné de sécuriser et d'avoir la confiance de gens comme Mathieu Kassovitz, Vincent Elbaz, sur ce projet. Donc c'est vrai que c'est un process qui est assez long, puisque tu as l'écriture, tu as l'enregistrement, l'enregistrement n'est pas si long que ça en tant que tel, mais c'est la post-production, puisqu'il y a tout à recréer. Et nous, généralement, on est plutôt sur l'enregistrement indoor et on va recréer un décor. Certains vont directement à l'extérieur pour des scènes de vie, des choses comme ça. Nous, c'est très rare qu'on le fasse, c'est plus pour des pratiques de post-prod derrière. D'accord. Et alors là, juste que par curiosité, c'est un choix technique, c'est un choix économique, c'est plus pour être dans la maîtrise. Je te dis une bêtise, on va sur les Champs-Élysées, on va tourner ton biopic. On va faire 4, 5, 6 prises de son pour les dialogues, mais derrière, la vie évolue différemment. Donc, si tu veux, à un moment donné, tu vas entendre une sirène de police dans le fond. Si on choisit la prise numéro 3, pas plus, c'est compliqué. Ouais, t'as des problèmes de cohérence, tu prends des risques. Après, si on peut aller en extérieur pour prendre des ambiances. Par contre, là, on a aussi tout ce qui est micro pour faire du binaural. Donc, oui, à un moment donné, on est parti en pleine forêt pour avoir cet univers. Mais tout ce qui était dialogue, on était effectivement à l'intérieur en studio. Ok, écoute, très clair. Justement, donc tu t'en parlais un peu au début. Bon, donc là, voilà, sur le côté édito, donc on voit un peu ce que vous faites. Et d'ailleurs, c'est vrai que sur l'offre, je reviens une seconde parce que ça me fait penser, c'est Audible qui avait lancé un peu en interne, je crois, des concours pour trouver des auteurs et des fictions. Donc il y a une vraie demande quand même de contenu. Vous êtes arrivé, vous, quelque part au bon moment, quoi, avec un savoir-faire, une identité. Alors il y a un petit risque, mais vous êtes engouffré là-dedans et derrière, ça marche et la demande est là. Parce qu'effectivement, il y a d'autres studios qui existaient avant nous, avec aussi des approches éditoriales et différentes. Et ce qui fait aussi la richesse de l'offre podcast en France. Et c'est vrai que la fiction, il y a quand même une barrière à l'entrée, j'ai envie de dire, en termes de coûts, en termes de temps passé. Mais c'est ce qui nous est aussi, ce qui nous animait au départ. C'était d'aller sur ce genre de contenu, de par notre sensibilité. Mais c'est vrai que c'est quelque chose... il y a encore aussi une partie éducation auprès du public, parce que les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est quoi où est-ce que je peux le voir? Ah non, on peut l'écouter. Voilà. Et ça, c'est toute l'évangélisation que le marché fait actuellement. Et voilà, moi, il y a 3 ans, quand je disais que j'avais une boîte de podcast, les gens me demandaient qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, c'est eux qui me disent, ah bah tiens, t'as écouté ça. Donc, je le vois même dans mon quotidien et dans moi, je suis content quand, en dehors du travail, j'entends le mot podcast. C'est ce qu'on voit souvent. Je regarde C'est dans l'air le soir, la rediff, et voilà, c'est retrouvez-nous en podcast. Donc, tout ça, ça milite aussi par rapport à ce médium. Et c'est plutôt encourageant. Donc, c'est clair. Donc oui, très vite, on est sur ce type de contenu un peu plus complexe, différent effectivement d'un talk ou de choses un peu plus légères. Mais c'est ce qui nous anime. Et c'est là où aussi on a trouvé un sweet spot quelque part. Parce que si j'essaye de voir par rapport aux autres studios de podcast, j'en ai eu à Spicro, des Louis Média, des Binge, peut-être Paradisio, vous êtes peut-être un tout petit peu plus proche d'eux, mais j'ai quand même l'impression que vous avez une espèce de sensibilité. Tu parlais du côté premium, tu viens de la prod avant, donc déjà dans l'industrie musicale, peut-être moins du côté contenu versus un Louis ou un Binge, tu vois, qui sont peut-être plus de sensibilité journalistique à la base, etc. Vous, j'ai l'impression que tu avais déjà les connexions business, et puis tu es presque venu, tu l'expliquais dessus, par opportunité business. Et pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif. T'as vu, à un moment donné, c'est là qu'il faut être, c'est là que ça va marcher, plus que, tiens, j'ai envie de lancer mon podcast, et en fait, ça marche, et puis je tire le fil un peu, quoi. C'est ça. Et puis derrière, c'était effectivement de se dire, est-ce que les plateformes vont proposer des contenus que tout le monde, entre guillemets, pourrait fabriquer, sans, encore une fois, jugement, puisqu'il y a des choses qui fonctionnent très bien avec 3 bouts de ficelle. C'est effectivement le propos qui fait sens. C'est ce qu'on fait chez Diarama, les 3 bouts de ficelle.
Mais tu vois, ça fonctionne très bien puisque c'est plus le message qu'on veut faire passer. Ouais. Ouais. C'est le contenu, exactement. Mais bon, j'essaie quand même de rajouter des hélicoptères pour cet épisode. Ah, ok, on en rajoutera. Mais si tu veux, c'est ça, c'est qu'après, en ayant bossé aussi dans la distrib de contenus digitaux, c'était de se dire, est-ce que ces contenus-là vont être des produits d'appel aussi pour des périodes d'essai, tu vois, dans le funnel d'acquisition, de se dire, tiens, tu vois, c'est tous ces déclencheurs d'intérêt que j'ai envie de dire. Est-ce que derrière, pour ces plateformes, ça va être aussi un moyen de dire, bah écoutez, avant, François est passé 3 heures à écouter Spotify. Depuis qu'on a rajouté l'offre podcast, il reste 3h30. Donc, c'est toutes ces choses-là qui dépassent le cadre d'un est-ce que le programme est rentable ou pas, quoi. Ouais, complètement. C'est quelque chose de beaucoup plus Et large. ça, tu as des retours justement d'un Audible, d'un Spotify. Est-ce que le podcast exclusif est une arme anti-churn? Alors, aujourd'hui, je pense qu'il est un peu trop tôt, même si ça fait déjà 2-3 ans que ça commence. Je pense que c'est un peu trop tôt. Je pense qu'eux ont des métriques. Alors, parfois, on voit des choses qui sortent sur les newsletters type PodNews et tout ça. Mais l'information générale, c'est que oui, généralement, un auditeur qui écoute des podcasts sur ces plateformes-là reste plus longtemps qu'un auditeur qui est stricto sensu sur de la musique, par exemple. Mais je pense qu'encore une fois, on n'en est qu'au début. Après, eux, ils ont des logiques aussi, et on le voit avec des acquisitions assez fortes, soit sur des studios, soit sur des outils de monétisation. On n'en est qu'au début. Ouais. Et encore une fois, c'est ce que disait au départ dans ce document, le Daniel Ek, c'était que lui, il a une vision en tant que fondateur en plus. Il a une vision à 10-15 ans, il veut devenir la prochaine radio globale avec musique, contenu, et que ça soit le one-stop shop quand tu parles d'audio, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on en est qu'au départ. Mais il faudra quand même des gens, que ce soit nos confrères, nous, qui sont en mesure de produire, de trouver des idées, de savoir fabriquer aussi la chose pour soit les fournir, ou soit à un moment donné aussi, nous, on le voit, on produit, on distribue nous-mêmes les contenus sur différentes plateformes et on reste propriétaire effectivement des marques qu'on défend. Ouais, alors ça justement, je veux bien que tu t'en parles un peu plus. Donc on l'a dit, la tagline de Engel, c'est donc Premium Podcast. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment tu arrives à garder ce côté premium alors que il y a de plus en plus d'offres, de concurrence et que comme la barrière techno n'est pas énorme à l'entrée pour produire du podcast, on le disait. Voilà, comment toi tu arrives à garder ça, cette patte? Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi un podcast premium? Nous, c'est vraiment c'est tout ce qu'on appelle la production value qu'on va pouvoir apporter. Alors, c'est vrai qu'on a deux typologies de programmes aujourd'hui. On a ce qu'on appelle le scripté, donc c'est ce qu'on a évoqué, les fictions, les docu-séries, donc c'est des choses qui sont écrites. Donc évidemment, c'est de trouver quel sujet. On va trouver après quel angle. C'est pour ça qu'on s'appelle Angle avec le petit jeu de mots sur le A à l'envers qui tient à l'envers, qui est un angle différent. Voilà. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein, on va dire que c'était c'est toujours embêtant de trouver un nom. Mais c'est vrai que tu vois, quand on parle d'angle, on parle d'un angle et on parle aussi tout part de l'écrit, j'ai envie de dire. On ne s'est pas forcément appelé avec une connotation autour de l'audio, parce qu'encore une fois, notre approche, elle était plus effectivement de tout part de l'écrit. La feuille blanche, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait un talk? Ah oui, on pourrait faire comme ça. Est-ce qu'on fait une fiction? Donc, ça part de là. Et donc, deux typologies de programmes, le scripté, fiction, docu-série. Donc, qu'est-ce qu'on raconte? Qui on a fait intervenir en tant qu'auteur, qui on fait intervenir en tant que... Il peut y avoir des conseillers techniques, tu vois, sur des problématiques, tu bosses sur un truc policier, c'est sûr que si à un moment donné tu racontes une garde à vue qui se passe pas dans les faits comme ça, c'est bien d'avoir un avocat qui te conseille et qui te dit non, mais ça c'était le terme, tel terme. Donc ça va être tout ça, ça va être après la manière, les comédiens qu'on va caster, et donc ça c'est aussi notre capacité à activer des noms et des talents qui soient confirmés ou non. Et ensuite, ça va être toute la réalisation, donc direction de comédien. On fait appel aussi à des compositeurs pour de la musique originale, pour vraiment créer un univers. Et ensuite, tout ce qui est partie mix et editing. Donc ça, déjà, c'est tu vois, sur un Killer Social Club, c'est on est quasiment sur un projet qui dure pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, tu as de l'écriture à la livraison, tu as une équipe qui va suivre, donc c'est des projets qui sont assez lourds, avec aussi des enjeux par rapport aux partenaires avec qui on travaille, et donc c'est de les rassurer sur le fait que ça va être livré en temps et en heure,
avec la qualité qu'on leur défend depuis le départ. Ouais, okay. Donc ça, c'est la première chose. Sur l'autre chose, on a attaqué aussi les contenus non scriptés, ce qu'on appelle talk, avec featuring. Donc ça, c'est un programme qui me tient à cœur, comme tu le sais au départ, je te l'ai dit, moi j'ai la culture hip-hop, rap, et c'est un programme qu'on voulait faire depuis longtemps avec un camarade que je connais depuis belle lurette, Driver, où on reçoit toute la scène et tous les acteurs du mouvement hip-hop depuis le départ. On a eu Joey Star, MC Solar, on est parti à Marseille voir IAM, on a fait... que des petits jeunes qui débarquent, quoi. Ouais, voilà, ouais. Mais avec un angle, justement, Driver étant un insider, ouais. C'est pas le journaliste qui va dire ton album il est sorti le 17 à 18h30. Non, déjà, c'est un angle un peu différent. Tu sais, c'est quel intérieur de... Il va dire, tu te rappelles quand on a loupé le train, on devait aller en studio. C'est de pair à pair, comme on dit, tu vois, c'est pas du tout le même rapport. Et on a une, tu vois, je pense que l'interview qu'on a avec Joey Star, il dure 2h30. Je pense qu'il a pas parlé de rap comme ça depuis plus de 10-15 ans, quoi. Donc c'est ça aussi. Et donc même sur le talk, on essaye d'avoir ce que nous on appelle l'onboarding sonore, c'est-à-dire que quand tu mets le casque, tu as le générique, tu as les voix, enfin tout est fait pour qu'à un moment donné tu te dises waouh, je suis dans un autre univers. Et on passe beaucoup de temps, même sur les talks, à tout ce qui est repasse. Alors il n'y a pas de repasse éditorial du type. Il n'y a pas de montage édito, quoi. Voilà, mais si le mec il tape sur la table et que ça fait vibrer un truc, ça on le nettoie. On nettoie effectivement toutes les voix et après on fait un mix aussi sur le talk. Donc il y a aussi cette volonté-là. On le fait aussi avec Dinguery Room qui est présenté par Mel Chabi, où là c'est un peu la même mécanique mais sur l'univers de l'humour et du stand-up, où on a eu des gens comme Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Inès Reg, Fabrice Eboué, et encore une fois on est de pair à pair. Et ce que là on veut faire sur ces logiques de talk, c'est de créer des marques culturelles. C'est de créer des marques qui sont référentes sur leur écosystème et sur leur verticale, et puis après de pouvoir les exploiter, soit avec des partenariats, soit en faisant du live, soit en faisant du publishing ou d'autres choses. Donc c'est l'enjeu. Avant qu'on parle de la monétisation, parce que ça m'intéresse quand même, évidemment, sur la prod, tu n'en as pas trop parlé, tu l'as juste évoqué tout à l'heure, vous faites un peu de prod binaural. Oui. Et ça a l'air d'être quand même un des éléments que tu mets en avant, en tout cas sur le site. Alors j'ai l'impression que c'est le truc où on écoute, c'est un peu en mode expérientiel, c'est un son un peu multispatial. C'est un truc qui existe depuis assez longtemps. J'ai l'impression que gamin, il y avait déjà ce genre de truc. Est-ce que c'est une expérience, un truc dans lequel tu crois? Oui, totalement. C'est juste une histoire de se différencier un peu. Ça fait partie, si tu veux, cette production value d'avoir à un moment donné des éléments qui te font rentrer dans un univers. Et c'est ce qu'encore une fois, on appelle cet onboarding sonore. C'est-à-dire que, à un moment donné, nous, ce qu'on va essayer de faire sur les fictions, enfin, sur tout ce qui est scripté, c'est vraiment d'emmener l'auditeur dans un univers. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on essaye de voir, OK, cette fiction-là, où est-ce qu'on met du son à l'intérieur? C'est ça, c'est que même dans les projets qu'on va choisir, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait le son joue un rôle à part entier sur tu pourrais pas prendre un projet parce que en fait tu sens que c'est juste un talk et que t'auras rien à apporter de plus. Ça. Je te dis une bêtise avec ma référence de vieux, mais si tu fais un caméra café en audio, c'est compliqué d'avoir l'expérience en plus de l'immersion. Ouais. Je vois ce que tu dis. Voilà. Après, je dis pas qu'on n'en fera pas, mais c'est à un moment donné comment tu peux avoir ce réalisme. C'est un peu comme quand tu vois un film en 3D, quoi. C'est comment tu arrives à avoir ce réalisme. Oui. Et du coup, le binaural, on peut le faire de deux manières. Soit in situ avec le fameux micro avec les deux oreilles en plastique. Voilà, donc ça, on peut le faire. Soit on peut le recréer également. Donc nous, on peut le faire des deux côtés. C'est qu'on peut faire des prises de voix et des prises d'ambiance, comme on l'évoquait, dans des lieux avec ce micro-là. Mais parfois, quand on n'a pas la capacité par exemple, d'être dans une explosion et de faire du binaural, c'est de recréer en post-prod cet effet 3D. Donc ça, nous, c'est quelque chose qu'on aime faire et qui aussi nous permet à un moment donné d'avoir cet effet waouh quand des gens qui ne sont pas forcément habitués à la fiction audio ou docu-série nous disent purée, waouh, j'ai été bluffé par le truc, on dirait une série audiovisuelle, quoi. Donc ça, c'est aussi le pourquoi on le fait. C'est vraiment cette expérience. Et donc, vous essayez de le mettre à chaque fois, entre guillemets, c'est votre marque de fabrique, par touche, machin, ou il y a des épisodes un peu spéciaux Alors, on va pas après, on va pas forcément le mettre. On va le mettre quand c'est judicieux, on va dire. On va pas le mettre parce qu'il faut le mettre. On va le mettre vraiment parce que j'ai envie de te dire que, et là, moi, je suis moins réalisateur et c'est plus Raphaël Fruchard qui est notre head of production. Mais j'ai envie de te dire que si tu mets trop de binaural, à un moment donné, presque tu l'oublies.
Donc, parfois, c'est bien à un moment donné d'avoir des phases où on est sur de la stéréo classique et d'insérer de la binaurale, puisque là, tu vas te rendre compte effectivement qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est encore une fois une gestion au niveau de la réalisation pure, de bien doser cet effet-là. Ok, très clair. Donc ça, écoute, j'essaierai de mettre un lien vers un épisode qui le fait pour ceux qui n'ont jamais écouté, parce que c'est vrai que quand on l'écoute, c'est quand même assez bluffant. C'est vrai que je me demande toujours à l'usage si tu as envie d'écouter tous tes épisodes comme ça, mais en tout cas... Il y a la série Gourou que je conseille, Ok. où effectivement il y a l'utilisation sur quelques épisodes bien in situ. Tu vois, l'idée c'était de se dire au cinéma, dans un film d'horreur, tu vas fermer les yeux. Et ben là, ce qu'on voulait, c'est ok, est-ce qu'à un moment donné, le mec voudra quasiment fermer les oreilles, entre guillemets, hein, c'est bien évidemment une image, mais c'était un peu ce côté gênant, parce qu'il y a des scènes assez touchy, mais c'était cette volonté et cette intention de réalisation qu'on avait sur ce projet-là. J'aime bien l'expression fermer ses oreilles. Voilà. C'est un truc gênant, comme quand tu tournes le regard ou tu veux changer de chaîne parce qu'il y a un moment de gênance. Écoute, maintenant parlons un petit peu de monétisation, distribution. Tu commençais à l'évoquer. Donc, si j'ai bien compris de ce que tu me dis, vous avez deux types de production. Les vôtres que tu cherches à distribuer, celles qui sont faites sur commande. Alors, ça fait peut-être 3 parce qu'il y a aussi après de la marque blanche. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu les stratégies business de monétisation de vos productions? Ouais, clairement, on va avoir tout ce qu'on fait avec les plateformes et les médias. Donc, un peu comme à la manière d'un producteur du visuel qui va travailler avec Netflix ou OCS ou Canal+. Et deux types, production déléguée, c'est-à-dire qu'on va être aussi à un moment donné à la jeunesse de l'idée, c'est-à-dire tiens, on a cette idée-là, on veut la défendre, comme KSC par exemple, ou production exé. Eux viennent nous voir, on nous dit voilà, on a ce super projet-là, on a l'auteur. Gainsbourg, c'était ça. Exactement. Et c'est de se dire, on sait comment vous fonctionnez aussi bien en termes de logistique, en termes de qualité, en termes de délai de livraison. Donc voilà, donc c'est vraiment la production pour des tiers. Bien évidemment, après, les marques sont venues nous voir en nous disant waouh, on aime bien ce que vous faites, et on aimerait la même approche. Et là, c'est ce qu'on a fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a très vite travaillé avec des marques de luxe, puisqu'il y a aussi un storytelling autour de ces marques. Ce qu'on a fait pour Dior, ce qu'on a fait pour Bulgari, pour Audi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des contenus qui sont faits en français et en anglais. Donc ça aussi, c'est notre approche. On a un tiers aujourd'hui des projets qui ont été faits au moins dans une deuxième langue. Donc ça, c'est le deuxième volet, le brand content. Et le troisième, c'est la création d'un catalogue propriétaire de contenu qu'on va exploiter, comme tu le disais, soit avec de la publicité, pré-roll, sponsoring, soit en exploitant ces IP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir un marché qui se crée autour de l'adaptation du format, déjà à l'audio. C'est que comme on l'a vu, une fiction, ça prend du temps à produire, ça coûte de l'argent, et aujourd'hui, tu peux acheter à un moment donné en disant, peut-être que demain en Allemagne, il y a un mec qui va dire, moi, KSC, j'adore, je vais juste adapter le script, refaire jouer mes comédiens, ça me coûte beaucoup moins cher, et donc ça, c'est ce prix de ces droits-là qu'on va vendre, ça me coûte beaucoup moins cher, et aussi en termes de délai, c'est-à-dire que j'ai pas 6 mois à être en studio, en un mois, le projet peut être sorti. Et c'est ce qu'on voit, et on le voit même en tant que consommateur, que ce soit de podcast ou de série, on peut binger une série en 5 jours. Et pourtant, voilà. Donc, c'est ces problématiques-là aussi qu'on va venir, sur lesquelles on va essayer de répondre, d'avoir un catalogue propriétaire, de pouvoir le faire vivre déjà sur l'exploitation en France, à l'international, et bien évidemment sur après les relais d'adaptation audiovisuelle, littéraire et autres. Et il est rentable, cette partie de catalogue de vos productions que vous distribuez? Parce que je sens qu'il y a énormément de productions, et autant je vois bien un peu sur du Off-Street, ce qui n'est pas du tout ce que vous pouvez faire, puisque c'est de la fiction, etc. Donc ça peut être que du pré-roll, etc. C'est rentable? Aujourd'hui, si tu veux, le modèle de la fiction et du contenu scripté en France est encore trop petit, si tu veux. C'est vraiment là, si à un moment donné, on mettait les coûts de production versus le pré-roll ou sponsoring, il faudrait faire des centaines et des centaines de milliers d'écoutes tous les mois pour commencer à peu près à... Donc, si tu veux, nous, le marché n'est pas là. On va recouper une partie avec ça, mais l'idée, c'est après d'avoir un catalogue propriétaire et d'aller le vendre. Aujourd'hui, on échange avec des agents ou des talent agencies un peu à droite à gauche, notamment en Amérique du Nord, qui, eux, sont spécialisés sur la vente de formats, puisque c'est un marché qui est beaucoup plus avancé là-bas.
Et effectivement, nous, ce qu'on veut faire, c'est ça. C'est que si demain, tu as un catalogue de 50 productions originales que tu fais vivre aujourd'hui déjà sur ton territoire français ou dans la francophonie, derrière, ça va être de voir quel pourcentage tu peux vendre à l'étranger et par X pays environ. Donc là, tu commences à créer quelque chose qui a un catalogue qui Et surtout que c'est du contenu qui est froid. Alors là, je prends en plus par rapport, C'est c'est ça. une analogie presse média, mais en tout cas, c'est du contenu. Si tu le vends dans un an, c'est absolument pas grave. Je veux dire qu'un pays Exactement. découvre Killer Exactement. Social Club dans un an ou dans 2 ans, en fait, C'est pareil. ça, c'est exactement ça. Et Nous, non, tu vois, Dundersider est sorti en 2018. Moi, j'ai toujours des gens qui le découvrent aujourd'hui. On a toujours des super écoutes tous les mois. Et la chance qu'on a, alors moi, j'adore les séries, mais c'est vrai qu'il y a un peu le carbone 14 quand tu regardes une série. C'est soit le téléphone que le mec a, ou soit l'ordinateur. Et ouais. parfois, c'est vrai que ça, Tu vois pas souvent le téléphone dans Matrix, pas, a pas ouais, trop voilà. vieilli, mais quand tu vois le téléphone, c'est vieux Nokia. C'est le côté carbone 14. Ouais. Là, on a un peu moins ça sur l'audio, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a aussi cette capacité à pouvoir exploiter on l'espère. Ouais, bien sûr. Et alors, d'un point de vue RH, t'as quelqu'un dont c'est le rôle d'aller commercialiser, distribuer ce catalogue worldwide? Aujourd'hui, on l'a pas en interne, mais on passe par effectivement. Tu as des gens dont c'est la spécialité. Hein, c'est ce type de profil-là existe en littérature, en publishing. Tous ces gens qui à un moment donné sont des sales qui vont vendre à un moment donné un catalogue d'IP voilà. Donc aujourd'hui on l'a pas en interne parce que ça coûterait beaucoup trop cher et on serait sur un marché qui est encore un peu mature, mais on passe par une personne. On est plus en plus sur des logiques à l'international, sur quelqu'un qui va représenter notre catalogue et prendre sa marge distributeur, quoi. Ouais, ok, classique. Mais bon, c'est bien, vous êtes déjà dans cette logique-là d'être visible le plus possible. Donc déjà quand même une maturité business qui est assez folle. En tout cas, qui se rapproche de ce qu'on voit effectivement dans l'audiovisuel, C'est ça. dans les séries, etc. On a parlé un peu de contenu de marque. Ça, j'imagine que forcément, c'est ce qui est le plus rentable aujourd'hui. Oui, c'est ce qui est aujourd'hui au même titre que les programmes qu'on fait pour les plateformes, où là on a une marge à la fin quand on livre, chose qu'on n'a pas forcément au départ quand on va investir dans des productions originales de notre côté. Mais oui, les marques c'est intéressant puisqu'on vraiment on arrive au niveau de la feuille blanche encore une fois et on essaye de craquer l'idée créative par rapport au brief. Et là on a Clémence Friès qui elle vient de chez DDB, qui a fait 15 ans DDB France et 2 ans DDB New York, avec cette approche de pouvoir parler aux marques, de comprendre et encore une fois de tenir les délais en termes de production. Voilà, par exemple, j'ai l'exemple d'Audi, Audi qui, dans le cadre de leur voiture électrique, voulait faire un podcast sur le silence. Donc c'est vrai que c'est compliqué de faire un podcast sur le silence, donc on a dû craquer à un moment donné une idée et on l'a fait en interne. C'était voilà, le silence est une matière impalpable. Certains artistes ont pris conscience de l'existence de cette matière et ont réussi à l'utiliser dans leur art. Donc on a fait le silence dans le cinéma, le silence dans la musique, le silence dans l'art oratoire et le silence dans le sport. Et donc là on arrive avec une idée de créative qu'on va vendre aux partenaires. Et puis derrière, on va commencer à faire derrière, une fois que c'est bon, on va chercher le journaliste, le comédien. Là, c'était Guillaume Canet qui faisait la voix, donc ça, c'était cool. Ouais. Et donc après, on va livrer et on va aussi après aider dans la distribution. C'est vrai qu'on l'a pas forcément évoqué, mais on aide aussi voilà, la mise en ligne, les smart links, le tracking, toutes ces choses-là. Et on va aussi accompagner, parce que c'est vrai que c'est un peu, il y a quand même 2-3 fils à brancher quand on veut lancer un podcast et avoir toutes les infos dont on a envie côté client. Donc c'est aussi quelque chose qu'on va faire aussi bien. Donc idée créative, production en tant que telle, qu'elle soit en français, en anglais, whatever. Et puis derrière aussi l'accompagnement et distribution. Ouais. Ok. Donc oui, effectivement, c'est ce qui est le plus rentable aujourd'hui puisque tu rajoutes des lignes qui sont justifiées, bien évidemment, sur chacun des accompagnements. Et qui sont bien maîtrisés. Et effectivement, tu sais à la fin normalement quelle est ta rentabilité. Est-ce que Angle c'est rentable? Tu peux nous le dire? Je sais pas si vous communiquez sur votre chiffre d'affaires. On ne communique pas parce que c'est vrai qu'on est une jeune boîte. Aujourd'hui, on est 8. On a une croissance à 2 chiffres. Bien évidemment, tout ce qu'on rentre, on essaie de le réinvestir, quoi, en gros. Ça serait con d'arriver en disant tiens, on a un trésor de guerre. Voilà. Et l'idée, c'est qu'effectivement, tout ce qu'on gagne, on va le réinvestir dans la prod originale. Et après, c'est de trouver un peu le juste milieu pour vivre de notre métier, tout en ayant ces deux typologies de services, enfin, ces deux typologies de business, c'est-à-dire le serviciel,
qui englobe les marques, les plateformes et tout ça, et l'asset, Ouais. ce qui va englober toute la partie production originale et catalogue. Ouais, très clair. Et ça, justement, c'est un peu c'est gravé dans le marbre, un peu, ces deux piliers. Est-ce qu'on parle beaucoup de diversification? Tu vois, là, quelque part, ce que tu fais, tu l'as dit, c'est plus le contenu. Il pourrait se décliner demain en série, évidemment. Il pourrait se décliner en livre. Il pourrait y avoir pas mal de choses. Vous avez des idées un peu de diversification de business là-dessus? Clairement. C'est vrai que suite aux choses qu'on a sorties et les retours qu'on a eus, soit du marché, soit du public, très vite, il y a des sociétés de production audiovisuelle qui sont venues nous voir avec les modèles qu'on voit aussi aux États-Unis. Tu vois, il y a 15 jours, je regardais la série Apple TV. Je ne sais jamais si c'est Apple Plus ou Apple TV Plus, enfin l'original Apple, We Crash, sur l'aventure de WeWork. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je vois un nom dans les crédits et je vois un logo après derrière et je ne savais même pas que c'était une adaptation d'un podcast. Donc c'est vrai qu'aux US, ils sont beaucoup plus avancés sur ce côté test and learn de projet. Il faut savoir qu'un podcast aujourd'hui produit, livré, diffusé coûte quasiment le prix d'une Bible ou d'un pilote. Donc tu as un livrable qui existe versus déjà une ébauche. Et donc c'est vrai que très, très vite, avec les noms qu'on a réussi à activer, que ce soit en casting ou au programme, les boîtes d'audiovisuel sont venues nous voir. Pourquoi? On revient à la jeunesse du contenu dont je te parlais au tout début, c'est que tu as une multitude d'acteurs, plateformes, télé, diffuseurs qui cherchent des programmes, et l'audiovisuel a horreur, entre guillemets, du risque et préfère effectivement des choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Histoire vraie, succès en librairie, adaptation d'un format à l'étranger. Et j'espère que demain, le podcast pourra faire partie de ces choses qui leur permettent d'avoir déjà une prise de risque moindre et de faire vivre les projets. Donc oui, on est sur cette exploitation de catalogue. L'objectif, c'est d'avoir les droits, bien évidemment, et de monter après derrière sur des logiques audiovisuelles. Donc on était à Série Mania la semaine dernière et encore une fois, on a vu le bouillonnement et on parle effectivement de projets qui peuvent être soit des catalogues, soit des projets catalogues qu'on a déjà produits, ou soit des choses qu'on a en line-up. Ou alors, ça peut être effectivement des boîtes audiovisuelles qui disent, écoutez, on a ça en stock, on ne sait pas trop quoi en faire, on a déjà la Bible, on a déjà tout ça, est-ce qu'on ne pourrait pas, à un moment donné, peut-être passer par le podcast pour faire vivre ça? Donc oui, ce sont des environnements qui sont assez poreux, sur lesquels on est en train de creuser et qu'on espère très vite de faire une première adaptation en bonne et due forme. Donc après, ça prend du temps, c'est des logiques qui sont assez longues, mais... Ouais, bien sûr, c'est des nouveaux métiers, voilà. Enfin, c'est de nouveaux métiers pour vous, c'est des choses, mais il y a une espèce de logique, tu sens en termes de business que voilà, c'est pas siloté et que tout est possible. C'est ça. Tu vois, tu as des boîtes comme Editis qui sont des gros mastodontes qui ont des programmes du livre à l'écran où, à un moment donné, ils ont toute une structure qui leur permet de sourcer en interne dans leur propre livre des idées de pitch qu'ils vont envoyer directement aux 10, 15, 20, 30 boîtes de production. Donc, on n'est pas encore là, mais c'est logique de dire qu'une bonne histoire est une bonne histoire et qu'elle peut vivre après sur différents médiums en respectant aussi les principes propres du médium. C'est-à-dire que nous, quand on va adapter l'histoire, on va faire en sorte qu'effectivement, elle coche les cases des mandatories sur le médium en question. Carrément. Pour conclure un peu sur la diversification, j'ai vu aussi sur votre site que vous faisiez des events live. Ouais. On n'a pas parlé. Est-ce que c'est un truc, c'est anecdotique? Est-ce que c'est Aujourd'hui, on l'a testé, donc c'est ça fait partie encore une fois sur le talk, encore une fois, de ces marques culturelles. On n'est pas forcément sur de l'IP, on est plus sur des marques culturelles qu'on va essayer de faire vivre de la meilleure des manières, en respectant toujours l'ADN du programme. Et c'est ce qu'on a fait, oui, cet été avec Featuring. On l'a fait, donc le podcast sur la culture rap. On l'a fait avec l'équipe de We Love Green. Ouais. Donc on a commencé à tester des lives. On l'a fait il y a pas très longtemps à la Philharmonie de Paris. Ça s'est super bien passé également. Donc c'est encore une fois de proposer un plateau. D'accord. Ok. Il y a le host aussi qui est aussi la personne qui fait en sorte que les gens viennent. Et on essaie de proposer quelque chose qui tourne autour du programme. Aujourd'hui, on le fait de plus de manière anecdotique dans le bon sens du terme. Oui, c'est un événement, oui, exactement. C'est ça. Je pense pas que ça soit à date une ligne de revenus dans laquelle tu veux investir et devenir. C'est ça. C'est parce que mine de rien, et je sais que les camarades confrères le font, c'est du temps, c'est de la production de spectacles quasiment, hein, c'est du ticketing, c'est des choses comme ça. C'est un sujet sur lequel on est
on regarde, mais c'est pas notre cœur de métier. Très clair. Ça me fait penser justement, je crois qu'il y a un podcast, 4 comiques dans le vent, je sais pas si tu connais sur Spotify, Ouais. et ça me fait penser, et qui s'est, alors je crois que ça a arrêté, ils l'ont arrêté, hein, mais qu'ils faisaient en live. Pareil, t'avais un plateau, Ok. donc, qui donnait aussi un peu un ton sympa, et puisque tu fais aussi, t'as fait avec des comiques, donc c'est vrai que ça s'y prête bien. Je pense que t'as certains talks qui se prêtent bien à être en public. Mais on se ferme pas la porte, mais voilà, c'est pas partie du cœur métier. Très clair. Écoute, sur la monétisation, on en a parlé. Là, je voudrais juste un peu ouvrir des horizons, un peu pour la fin de cet épisode, sur savoir donc en termes d'innovation où vous allez, l'évolution du marché du podcast, puisque tu regardes quand même pas mal aux US ce qui se passe. J'ai l'impression, forcément, il y a quand même pas mal de choses qui viennent de là. C'est quoi Angle dans 10 ans? Nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, tu as une proposition aux États-Unis qui est déjà, il y a eu des consolidations. On cherche pas forcément à se dire, OK, on va louer une Cadillac et faire la route 66 et aller aux US. On est plutôt focus sur l'Europe, parce que c'est vrai que le marché européen est ultra atomisé. T'as pas encore de gros acteurs qui sont sortis, on va dire, du sol, comme tu peux avoir aux US avec un Gimlet, qui a été racheté, un Wondery qui a été racheté. Donc, si tu veux, on se place plutôt sur l'Europe. Et même en termes éditorial, c'est qu'aujourd'hui, on va plus s'intéresser à des talents et à des histoires européennes versus effectivement tout ce qui se fait déjà aux US. C'est un peu et on voit aussi sur l'Asie, hein, mais on se dit qu'on a plus d'intérêt business et stratégique de se focaliser sur l'Europe avec nos histoires qui nous sont propres, mais ça ne veut pas dire que demain effectivement on peut les adapter ailleurs. Mais je veux dire qu'en termes de scope et de force vive, c'est plus de se focaliser et de devenir aujourd'hui un des top studios de podcast en Europe. Ça c'est ce que tu aimerais. Tu te vois être le gros studio de podcast européen, et avec possiblement des acquisitions. Acquisition, effectivement, aussi avoir des financiers qui nous accompagnent dans l'aventure, puisque c'est aussi le sujet, puisque on sait qu'une enveloppe doit être dédiée à la création de contenu original. Donc encore une fois, l'œuf, la poule, hein, c'est sûr que si dès le départ, bien sûr, il faut investir, il faut acheter des talents. On sait faire, on sait fabriquer, on l'a prouvé, on va continuer à le prouver, puisqu'en plus aujourd'hui on a une belle production originale qui sort chez Audible, Einstein, l'homme le plus recherché d'Amérique. Je fais l'instant publicité. Mais voilà, donc on sait faire, et après d'ailleurs c'est ça, c'est de pouvoir scaler cette créativité, de dire qu'on croit aujourd'hui qu'il n'y a pas encore de catalogue propriétaire sur de la fiction, du scripté, mais également aussi sur les marques culturelles qu'on peut faire en talk. Donc c'est comment on arrive à un moment donné à pouvoir faire entrer des gens dans l'aventure pour aller atteindre cet objectif d'être un des top players sur le marché européen. Écoute, c'est bien, c'est l'ambition, et je pense que tu as raison, parce qu'en même temps, c'est un marché qui bouge très vite, et je pense qu'attendre de faire ça en autofinancement, ça peut être compliqué. Ouais, clairement. Donc c'est ça, c'est que ça va très vite, et on le voit, hein, ça va être un enjeu, et on l'a vu hein, sur les achats, que ce soit des studios, que ce soit des outils de monétisation, que ce soit des plateformes. Moi, j'utilise Megaphone depuis plus de 2 ans. Venant de la tech pendant un moment donné, il me fallait vraiment l'outil qui me permettait de traquer, de vraiment avoir un petit côté un peu geek, console de jeu. Et après, pendant qu'on l'utilisait, on a appris qu'ils se faisaient racheter par Spotify. Donc c'est vrai que je me suis dit, bon, je me suis pas trompé sur l'outil, il est vraiment bien. Je fais un peu mais si tu veux, c'est ça. Et après, quand j'ai vu effectivement qu'ils ont racheté le même jour Chartable et Podsite, c'est des choses sur lesquelles on regardait, qui sont plus des choses sur la partie advertising. Là, tu commences à voir que les mecs, ils sont pas venus pour blaguer. Et forcément, il va y avoir la réponse des concurrents en disant, OK, qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté, quoi. Ouais, donc t'es pas à l'abri non plus d'avoir des propositions de rachat sympathiques, etc. Voilà, en ayant effectivement notre cœur de métier, c'est-à-dire la production, le catalogue, l'IP et le savoir-faire. Comme un studio visuel, quoi. Comme un studio visuel, exactement. Juste dernière question un peu sur les nouvelles frontières de l'audio, l'immersion VR, enceinte connectée, etc. Est-ce que tu vois un peu d'évolution venir là-dessus ? On regarde. Pour l'instant, je suis un peu en wait and see, parce que c'est vrai qu'on est plus sur le domaine de l'expérientiel. Encore une fois, moi, ce que j'aimais bien dire, c'est que le contenu, il a toujours évolué en fonction de la technologie. La vidéo a explosé sur le mobile grâce à la 4G.
tu as toujours la manière de fabriquer les contenus va toujours évoluer en fonction du support, et généralement le support il évolue en fonction des technologies. Donc on est en train de voir, après il faut qu'il y ait une adoption auprès des utilisateurs. Donc tout ce qui est réalité virtuelle, tout ça, on sait que ça existe, mais il n'y a pas encore si tu veux un usage. Un usage fort. C'est ça. Donc on attend, bien évidemment, on est toujours un peu en train de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait tester aussi juste pour faire un peu du never seen before et des choses comme ça. Mais pour l'instant, on est plutôt sur le wait and see. Donc bien évidemment, il y a des choses qu'on imagine en termes d'expérience, d'écoute, pourquoi pas un lancement, tu vois, de série. On l'a fait sur KSC, on est passé avec une structure qu'on connaît bien qui a fait le lancement, donc avec les journalistes. Donc on essaie de faire une expérience à l'instant T, mais après de pouvoir la dupliquer sur vraiment chacun des auditeurs. Aujourd'hui, on attend, on n'a pas encore vu le truc. Alors bien évidemment, les enceintes connectées, c'est super intéressant. Tu as moins l'expérience binaurale qu'au casque, ouais. dit. Donc c'est les choses on regarde. Après on a un petit peu un côté geek, hein, donc on aime bien voir ce qui se fait et d'anticiper peut-être ce que sont les possibilités de contenu de demain, quoi. Écoute, top à voir, effectivement. Je suis assez d'accord avec toi sur le côté expérientiel, il n'y a pas encore vraiment d'usage, mais c'est toujours intéressant de regarder, pas laisser passer le coche. Écoute, on a fait le tour, François. Est-ce qu'il y a un dernier point que tu veux rajouter? Ou peut-être s'il y a un épisode, un podcast à écouter pour bien sentir la patte d'Engel, c'est le cas. Je dirais, il y a en fiction, effectivement, il y a KSC, mais on a une chaîne fiction qui s'appelle Engel Fiction. Donc, on a 2 fictions qui s'appellent, la première, c'est As You Want, et la deuxième, sur la même chaîne, c'est 2 heures pour Blake. Donc, j'encourage les gens à écouter le channel Engel Fiction, où il y a nos fictions. Sur quelle plateforme? Là, elles sont sur toutes les plateformes. C'est en multidistribution. Voilà. Et puis, pour un côté un peu plus, on va dire, immersif, Gourou. Gourou qui pour le coup, voilà, on a voulu on s'est dit, est-ce qu'on peut faire le premier podcast interdit aux moins de 16 ans en termes de sensations fortes, voilà. Donc, et on est sur la saison 2 en plus, donc j'encourage les gens à écouter ces 2 choses-là. Et ben je mettrai les liens vers ceux que tu viens de citer. François, merci de ton temps, de ta transparence et puis de cette vision. C'est hyper intéressant d'avoir ce côté. Autant je te dis, on avait déjà eu des studios de podcast, mais le côté vraiment très distrib, j'ai l'impression que tu es bien en place. Donc, merci de ta discussion. Merci François et Cosa Vostra pour l'opportunité. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger. Et puis, au plaisir de recroiser. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.